Bonjour et bienvenue à ce deuxième podcast de l'équipe Agileum. Nous sommes le 21 mars 2022 et nous accueillons autour de la table donc Véronique. Bonjour, je suis Véronique, coach PCC et formatrice chez Agileum. Nous accueillons également François. Oui, bonjour, coach PCC aussi et aussi formateur chez Agileum. Nous accueillons également Alexandra. Oui, bonjour, Alexandra, donc coach professionnel, formatrice chez Agileum. Et un tout nouveau, Cyril. Bonjour à tous, je suis Cyril et j'accompagne les managers dans le développement de l'agilité. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, je vais vous poser une question dont vous ne connaissez pas la source et nous allons être dans un podcast instantané, c'est-à-dire que recueillir nos échanges, nos débats de manière complètement instantanée sur le sujet que je vais vous livrer. Et en fait, la question, c'est pas une question, c'est une affirmation. Et j'ai envie d'entendre vos réactions sur cette affirmation. L'affirmation est la suivante. Tais-toi quand tu coaches. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça, juste à brûle-pourpoint, en réaction directe? Voilà, pas tous en même temps. Ça m'évoque deux choses, la place du silence et la place de qui je suis. D'accord, donc tu l'écris comment, le tais-toi quand tu coaches? T-A-I-S ou alors T'-E-S. Ok. François? Moi, ça m'évoque l'humilité, qui est de se dire que c'est le coaché qui fait son chemin et le coach, il est juste là pour l'écouter. Ouais. Moi, ça m'évoque la maturité du coach, en fait, avec cette tendance peut-être qu'on a au début de la pratique à vouloir remplir le silence, à vouloir donner des outils, et la maturité s'installant, à laisser la place justement au silence, mais aussi évidemment au coaché. Cyril? Eh bien, moi, c'est la partie tais-toi du silence qui m'a parlé au départ, et c'était l'espace que ça ouvrait dans la relation à l'autre. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait amener dans une séance de coaching de pouvoir laisser plus d'espace à son client, comme tu disais Alexandra? Déjà, il y a une notion de temps, à mon avis, c'est lui laisser le temps. Éviter la précipitation et laisser émerger ce qui vient chez lui. J'ai lu dernièrement que effectivement notre cerveau a besoin de plusieurs temps pour pouvoir livrer le fond de sa pensée et que les premières phrases ne sont pas forcément la totalité de ce qu'on voulait dire, et que si on n'a pas un espace de silence qui nous permet d'aller au bout, eh bien finalement notre pensée elle peut être tronquée ou ce qu'on voulait dire est complètement tronqué. Donc ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis dans le sens où moi, ce que je voyais, c'était à la prise de conscience le temps de la maturer avant de pouvoir exprimer quelque chose. Donc avant d'avoir du temps de silence pour pouvoir aller au bout de sa pensée, avoir du temps de silence pour pouvoir s'imprégner de ce que je viens de découvrir en tant que client. Ça me fait penser en rebond à des situations que j'ai vécues où j'étais coachée et le coach me disait « Excuse-moi, je t'ai coupé la parole », mais en fait, il m'avait coupé mon temps de réflexion, c'était mon temps de silence. Et ce silence-là, finalement, la personne chemine et en tant que coach, si je me mets à parler, finalement, j'interromps ce temps de réflexion et ce temps de silence. Et pour toi, François, si ça devenait une application concrète? Moi, j'aime bien le côté contagieux du silence. Ce qui est un peu en train de se passer dans ce groupe en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est l'heure, mais il y a quelque chose de très posé dans la conversation. Et j'aime bien le fait que le coach, quand il se tait, il permet à l'autre aussi de se taire et de laisser émerger l'essentiel, quoi. Est-ce que tu proposes donc qu'on finisse le podcast sur un grand silence jusqu'à la fin? On pourrait peut-être laisser le temps à nos auditeurs de digérer tout ce qu'on a dit. Ouais. Et toi, Alexandra? Oui, moi ça me fait penser aussi à la possibilité, alors pour le client, de se recentrer sur lui-même et d'échapper peut-être à la tentation d'aller répondre avec des réponses extérieures à lui-même en fait. Mais aussi la possibilité pour le coach de laisser émerger, de laisser venir finalement plus de spontanéité et plus
ouais, c'est ça, d'écoute de lui-même dans son accompagnement. Ce que j'ai pu découvrir de moi-même déjà, c'est que le silence, c'était le chemin vers l'intérieur de moi. Et quand je ne laissais pas cet espace-temps au silence, ça m'empêchait d'aller jusqu'à l'intérieur de moi, y compris quand je suis coach, et de ne pas partir sur des stéréotypes, les habitudes de questions qu'on a tous pris à force avec la pratique, et de même pas avoir fini d'écouter ce que le client a dit, que déjà j'ai la prochaine question dans la mitraillette à questions. Ouais. Ce que tu dis, Bruno, ça me fait faire le lien avec ce que nous a partagé Véronique au départ, à savoir t'es, toi, en termes de qui tu es. Et tu fais le lien là, dans ma tête, entre ce fameux silence de se taire avec la capacité d'être soi finalement. Yes. Le silence comme le chemin vers soi. C'est pour ça que le tais-toi quand tu coaches, il est à 2 niveaux de lecture. Et si tu te tais, au sens... j'avais un superviseur, excusez-moi, mais il me disait toujours FTG. Et je comprenais rien. Et en fait, FTG, c'est ferme ta gueule. et alors, si je fais ça, alors je peux arriver dans le chemin intérieur qui m'amène à qui je suis vraiment. Voilà. Alors, sur le tais-toi quand tu coaches, tu avais réagi, Véronique. Si on prend sur l'être, l'identité, ça t'évoque quoi ? Tu vois, là, en fait, j'étais en train de cheminer et ta question, du coup, ça m'a bloqué dans mon cheminement. Donc, je suis... Alors, attends, j'essaye de revenir. Pour moi, il y avait le fait du silence aussi, et ça va peut-être faire un lien à ça, mais c'était permettre aussi au client de faire silence, et quand lui fait silence, il se connecte à ce qui se passe vraiment pour lui. Et on est tellement dans un monde professionnel qui va vite, on est occupé, on est hyperactif, que ce temps de pause, donc de silence, se permet de se reconnecter à soi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce qui me vient. Si, ça alimente en tout cas pour moi vraiment le débat là-dessus. Est-ce que des gens autour de la table ont déjà fait de la méditation ? Ouais. Oui. Les quatre personnes. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme parallèle et comme lien entre silence, en coaching bien sûr, et méditation ? Qu'est-ce que vous voyez comme passerelle, comme pont ? Il y a quelque chose de réflexif en fait dans la méditation. On s'aperçoit je m'aperçois que les pensées qui me traversent l'esprit ne sont que des pensées, qu'elles me pilotent d'une certaine façon, qu'elles sont un peu produites automatiquement, et que si je veux vraiment aller chercher le fond des choses, je suis bien obligé de les laisser passer pour aller chercher ce qu'il y a derrière en fait. Et dans le coaching, c'est un petit peu pareil. On offre aux clients une occasion unique en fait d'aller chercher ça. Parce que c'est pas souvent dans la vie qu'on nous laisse du silence pour avoir le temps de s'introspecter et de dire des choses vraies. Ouais. Yes. Le verbiage est souvent social, en fait. Et nous, ce qu'on cherche, c'est aller un peu plus creux, quoi. Ouais. Et la méditation permet ça, oui, tout à fait. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire, en résumé, peut-être un peu en raccourci, mais que le silence en coaching produit les mêmes effets que la méditation ? Oui, en quelque sorte, moi je vois bien l'idée de s'ancrer dans le moment présent, en fait, dans le fait de ralentir et de se donner la possibilité de vivre les choses une par une et de ne pas être dans l'anticipation de quelque chose ou dans la réflexion de quelque chose qui s'est passé, mais vraiment être là juste en présence, quoi. Je dirais aussi, l'autre parallèle que je fais avec la méditation, pour moi, ça permet aussi d'être dans cette posture méta qu'on nous apprend quand on est coach. Donc pour moi, la méditation, elle m'amène à être en posture méta vis-à-vis de moi-même. Donc le silence pourrait amener le client à être en posture méta vis-à-vis de soi-même. J'aime bien cette idée, parce que c'est comme tu disais François, c'est rare les moments où on peut se poser et que le coaching est un espace de repos à tous les sens du terme. Qu'est-ce que tu penses là-dessus, Cyril ? Je faisais plein de liens dans ce qu'on était en train de se dire pour répondre à ta question là, ou ce qui me vient avec cette question, c'est la première chose qui m'est venue, c'est pour pouvoir être dans le silence, il faut un partenaire qui me le permette. Et la méditation a la même dynamique finalement de devoir se concentrer sur sa respiration, sur l'impermanence de ce qui se passe,
pour pouvoir se libérer des pensées, comme tu nous l'as dit François, c'est utiliser un témoin extérieur quelque part. Et je retrouve la même chose entre les deux. Super. Ouais, François. Moi, je suis en train de découvrir là, le très joli paradoxe du coaching, qui est que si on veut être plus performant, plus rapide, en réalité, il faut ralentir et ne rien vouloir. Donc j'aime bien. Et plus je vais vouloir aller vite et forcer, moins ça va marcher. Donc j'aime bien ce paradoxe en fait de ralentir pour aller plus vite. Quand j'ai fait l'expérience de retraite silencieuse, les premières choses qui m'ont vraiment surprise, c'est combien il a fallu de temps, justement, pour que mon cerveau diminue en intensité de moulinage, si je peux dire comme ça, pour faire taire ce brouhaha intérieur qui, finalement, je m'en suis rendu compte, était permanent, un peu comme un bruit de fond, où j'ai dû apprendre à faire silence. Et faire silence, c'est pas se taire, même si dans la pratique du coaching, c'est un élément, mais c'est d'abord ralentir et arrêter ce brouhaha intérieur. Et je peux imaginer que pour nos clients, c'est la même chose. Quand ils arrivent en séance, ils arrivent avec le brouhaha intérieur là, qui mouline, et que si nous, on continue à alimenter ce brouhaha avec des questions qui s'enchaînent et qui, finalement, on les aide à faire plus de la même chose, mais on les aide pas à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi, ça me fait vraiment penser au fait que ce silence-là nous permet de descendre de nos pensées au cœur, à l'émotionnel, au ressenti et à l'écoute de soi, quoi. C'est vraiment ça. L'image qui me vient quand tu dis ça, Alexandra, c'est le fin fond de l'océan. C'est calme. C'est-à-dire qu'au-dessus, il peut y avoir des vagues, ça peut être la tempête. Donc, mais quand j'arrive à aller au fond, finalement, c'est le calme. Et donc, c'est le cœur de ce qui se passe par moi. Et alors, on parle beaucoup de la personne qui est accompagnée, mais il y a aussi le silence intérieur du coach qui est intéressant, parce que lui aussi, il est sujet à toutes ces pensées qui traversent et aux jugements qui vont avec, et aux opinions, et au « je sais mieux que lui », et « il devrait faire ci », et « c'est pas comme ça qu'il faut faire », etc. Et finalement, c'est un exercice à deux. Et moi, je sais que ça m'est arrivé dans certains coachings de ne pas arriver à faire le silence à l'intérieur, parce qu'en face, il y avait un espèce de puits sans fond de verbiage qui était impossible à maîtriser et qui ne me permettait pas à moi de respirer et puis de me mettre aussi dans le silence, quoi. Donc c'est aussi une alliance entre les deux. Ouais, Véro. Et je pense qu'il y a un élément quand même aussi à prendre en compte. Moi, je connais des personnes qui sont très mal à l'aise avec le silence. Et donc je pense que c'est à nous aussi, coach, de prendre ça en considération. C'est-à-dire que même si on connaît les bienfaits du silence, c'est comment, avec prudence, je peux inviter l'autre à venir découvrir le silence en sachant que ça le met très très mal à l'aise. Pour certaines personnes, ça les met vraiment très mal à l'aise. Tu dis silence, je dirais même avec écologie, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent découvrir des choses à l'intérieur d'eux qui n'ont pas forcément envie d'aller rencontrer. C'est d'ailleurs souvent ça qui nous fait rester dans la moulinette de parole. C'est pour éviter, en fait, c'est une stratégie d'évitement de quelque chose qui, au fond de l'océan, comme tu dis, on sait bien qu'il y a ces choses-là au fond, mais on n'a pas forcément envie d'aller les regarder. Alors pour conclure ce podcast, je voudrais vous proposer de partager quelque chose de très pratico-pratique, une technique, une astuce, quelque chose qui peut permettre à ceux qui vont nous écouter en tant que coach ou accompagnant, de dire tiens, comment je peux m'y prendre pour favoriser, déclencher, installer cet espace de silence quand je suis avec un client. Un truc tout pratico-pratique que vous avez déjà expérimenté, voilà. Moi, ce qui marche assez bien, et ce que je peux proposer volontiers à mes clients, c'est quand ils arrivent en séance, de se poser et de juste respirer 2-3 grands coups, quoi. Moi y compris. Et c'est vrai que tout de suite, ça nous met dans une énergie différente pour démarrer la séance. Ok, donc la respiration posée dès l'entrée en séance. Oui, Cyril. Je rebondis sur la respiration parce que pendant la séance, l'idée d'accueillir l'autre en se concentrant sur sa propre respiration renvoie finalement une image de paisible, laissant l'autre l'espace. Donc cette respiration, non pas la proposer à son client, mais s'y attacher à la sienne pour libérer finalement la tension ou les appels du regard que tu pourrais avoir en tant que coach vis-à-vis du client.
Véro ? Ça m'est arrivé, je le fais pas souvent, mais je pense que je devrais le faire plus souvent, de poser une question, mais de dire à la personne, tu me réponds pas tout de suite, tu prends 1 minute de silence, tu peux noter ce que tu veux, mais voilà. Je pose du coup un cadre strict de silence. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je me rends compte qu'en fait, c'est bénéfique. Ok, donc tu invites, voire tu imposes à l'autre de laisser un temps de silence. François ? Une technique que j'emploie pas avec tout le monde, mais je demande parfois à la personne de raconter son histoire à la 3e personne. Donc avec il ou elle, ou avec son prénom. Et généralement, j'ai des infos utiles qui arrivent à ce moment-là. Faire prendre de la distance par rapport à son sujet. Ouais, et ça, tu vois que ça joue sur sa capacité de silence, du coup, avec la distanciation que ça met. Et la conversation se ralentit considérablement. Okay. Moi, une petite astuce que j'utilise, pareil, pas tout le temps, en fonction des personnes, en fait, j'utilise le regard. Poser le regard, sans rien dire. Et il y a une forme de synchronisation qui se fait assez facilement et assez directement sur le fait que la personne se connecte à moi par le regard, et énergétiquement, il y a quelque chose qui se ralentit, qui s'apaise. Voilà. Bon, écoutez, merci pour votre contribution. Je vous propose de terminer ce podcast par un silence commun. Voilà. Et en vous donnant rendez-vous au prochain épisode avec les mêmes ou d'autres dans la suite des épisodes d'Agile Homme. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.